Épisode 457, c'est le dernier épisode de la saison, c'est-à-dire de l'été, puisque, vous le saviez, nous aurions que 4 épisodes en mode estival. C'est la rentrée la prochaine fois qu'on se parlera pour l'épisode 458, avec toute l'équipe, évidemment. Ça va pas tarder, ce sera au mois de septembre, évidemment. Et pour cet épisode 457, nous avons avec nous d'un côté Sébastien. Salut Sébastien. Hello. Salut la foule. Et de l'autre... Pardon. Salut la foule. Salut la foule. Et de l'autre, nous avons Thierry en direct de Suisse. Salut Thierry. Salut Marc, salut Seb. L'été s'est bien passé, parce que là, on peut dire qu'on commence à sentir le sapin. On est en train de sortir de cette période estivale. C'est amusant que tu dises ça, parce qu'il y a encore beaucoup de touristes belges par chez nous. Et nous, on a connu la rentrée ce début de semaine. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Donc on regarde avec envie tous ces touristes qui peuvent encore profiter de quelques jours de vacances. J'ai une petite déformation professionnelle, c'est qu'une fois passé le 15 août, pour moi, c'est la rentrée. En même temps, en Belgique, sur les routes, c'est déjà la rentrée. On va pas parler off avant. Donc aujourd'hui, j'ai fait de la route. C'était 60 km, 2 heures de route, parce que c'est la rentrée. Mais en même temps, pour les travaux, c'est les vacances. C'est une période magique en Belgique. Voilà. Donc, ça va, donc on va dire, on va être poli, mais on en chie quand même. Donc, voilà. On est poli. Voilà, c'est notre revue de presse que nous allons démarrer tout de suite, si vous le voulez bien, les amis, parce que oui, on le fait comme ça, sous cette forme-là. Notre revue de presse de l'actualité technologique de ces 2 dernières semaines, du coup, est vue par mes petits camarades. Et on commence avec la lettre C, comme Cisco. Cisco licencie. Sébastien. Tout à fait Thierry. Marc. Cisco, on n'en parle pas souvent de Cisco, mais apparemment, l'ambiance, elle est quand même déjà morose de base. J'ai lu quelques témoignages en préparant le truc d'anciens employés de Cisco. Ils expliquent que, grosso modo, qu'ils ont déjà eu des vagues de licenciements, c'est pas les premières, et certains disent vu comment ça s'est passé ma carrière chez Cisco, j'ai quitté la tech, c'est un monde de sauvages, et Cisco est un endroit qui apparemment n'est pas un employeur très joyeux à vivre. Mais de toute façon, c'est bientôt fini pour certains, parce qu'ils en ont licencié 4000 en début d'année. Et il y avait un bruit qui courait ces dernières semaines que ça recommençait. Et donc 4000, c'était 5% de leur force vive. Et cette fois-ci, ils ont annoncé à la SEC aux États-Unis donc, qu'ils allaient licencier 7% de leur personnel. Donc on est encore sur un sacré paquet de milliers de personnes. Et voilà, le torchon brûle un peu parce que voilà, ils s'en doutaient, mais en même temps la direction n'a pas beaucoup communiqué en interne, et même ici les gens qui vont se faire licencier ne sont pas encore au courant parce que Cisco refuse de mentionner à qui va être licencié avant le 16 septembre. Donc là, il y a encore un mois lourd à passer avant de savoir si oui ou non ils continuent à travailler chez Cisco. C'est une boîte dont on parle assez peu, même si voilà, ils sont historiquement une boîte avec beaucoup de succès. C'est une boîte qui me fait un peu penser à IBM par certains côtés. La taille, le côté un peu hégémonique sur leur core business est très lourd. Administrativement, même au niveau marketing, j'ai l'impression que tout est très lourd chez Cisco. IBM a souvent réussi à avoir des périodes avec et sans. C'est-à-dire qu'ils ont des périodes avec où ils font beaucoup de pognon, et puis ils ont quelques années sans où ils perdent beaucoup de pognon, mais après ils retrouvent un autre truc et ils regagnent beaucoup d'argent. Cisco, oui, un peu le même genre d'image d'une boîte un petit peu, je vais utiliser un terme fort, un peu sclérosée par son historique. Voilà, ils sont dans les réseaux. Et ces dernières années, la plupart de leurs innovations, c'est pas une critique, c'est ce que leurs employés disent, hein.
La plupart de leurs innovations viennent de rachats de petites startups. Et ils disent aujourd'hui Cisco est incapable d'innover, donc Cisco vit de son historique et de rachat en disant tiens on a fait un nouveau truc, mais oui t'as racheté une nouvelle société que t'as intégrée, mais techniquement Cisco n'est plus capable de sortir des trucs qui la font venir au devant de la scène. Donc d'où après effectivement la société il faut licencier parce que les revenus diminuent, ils ont perdu 10% sur le dernier trimestre, et bon bah voilà, hein, et d'année en année ils ont perdu 45% de revenus, donc c'est pas les premiers à voir ce genre de choses. Si tu ne te renouvelles pas, si tu crées pas des nouveaux produits, il y a d'autres boîtes qui arrivent, qui font des trucs en réseau qui sont très bien, et Cisco est un peu à la traîne pour le moment, donc voilà, c'est quand même un grand nom, et c'est voilà, un gros licenciement quand même. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Je vois pas quoi d'autre ajouter, sauf peut-être Thierry aurait une idée, mais franchement, je vois pas. Ouais, non, je suis pas étonné parce que moi j'aimais bien les produits Cisco, mais on voit côté concurrence des outils, des marques vraiment très très performantes. Je veux pas faire de la pub pour eux, mais moi qui avais découvert en marge de Cisco avec des prix beaucoup plus accessibles les produits Unity, il y a des trucs vraiment balèzes, et puis c'est vrai qu'ils se sont peut-être un peu endormis sur leur laurier. C'est là où effectivement il y a peut-être une différence notable entre eux et la comparaison avec IBM. Mais affaire à suivre, comme tu dis. Sinon, je suis très content d'être à nouveau plongé dans le Nord et tout nu pour faire cet épisode de podcast. Oui, et nous le voyons. Hein, oui, on se voit. C'est pour ça que je ris beaucoup. Ah bah merci. Et la lettre suivante, c'est la lettre D comme drone, Thierry. Et c'est un opérateur téléphonique qui se lance dans le drone. On se demande pourquoi faire. Pour surveiller les poteaux, pour placer des paraboles, que sais-je. Ouais, c'est grâce à cette news que j'ai appris un terme que je partage avec vous. On va y revenir, hein, je ne vais pas tout de suite vous le dévoiler, mais c'est notre opérateur national, en la personne de Swisscom, qui tout d'un coup continue à faire parler de lui, puisqu'il y a l'actualité assez fraîche là, qui date il y a quelques jours, voire tout au plus de 2 semaines. C'est la volonté de Swisscom d'aller racheter des opérateurs juste de l'autre côté de la frontière. Là, en l'occurrence, c'est chez nos amis italiens. Puis à côté de ça, a priori, le centre R&D, recherche et développement de Swisscom, ils ne chôment pas, hein, ils bossent, puisqu'ils veulent se lancer ni plus ni moins dans le drone de surveillance avec on va dire un partenaire de poids, hein, puisque la marque Nokia existe toujours, et grâce à ce second l'Huron ou l'Aron, hein, c'est comme vous voulez, eh bien ils vont donner dans le drone in a box. Alors je vous ai mis le lien dans la description, puisque drone in a box, un drone dans une boîte, c'est un terme qui est maintenant utilisé dans le monde de l'industrie. Vous allez pouvoir voir par exemple le fameux produit de chez DJI. Mais pour revenir en fait sur la volonté de Swisscom, c'est de proposer un service. Alors après, reste à savoir qui seront les clients types de ce service, c'est-à-dire de venir avec des drones dans des box pour aller vérifier des installations, la sécurité, bien évidemment, fait partie de ce qui est proposé, mais ça peut être des installations de chantier, ça peut être peut-être aussi pour explorer des zones sur des zones difficiles d'accès, ce genre de choses. Et puis l'idée, c'est de se dire, on loue un service comme on appellerait un VTC pour, par exemple, le temps d'une journée ou d'une semaine, faire voler ces petits ouvions et examiner les alentours. Alors ça grasse un peu des dents ici chez nous, parce que nous, on a été vaccinés avec tout ce qui était sécurité dans la loi suisse, avec les fameuses affaires des fiches, de mettre maintenant carrément de la technologie comme par exemple des drones qui seront capables de reconnaître des visages, d'aller peut-être
peut-être examiner des manifestations publiques, toutes sortes d'événements contestataires ou ce genre de choses. Et puis surtout, ce qui énerve pas mal, là, j'ai vu dans les commentaires des internautes, c'est que on a l'impression que notre opérateur national fait un peu tout et n'importe quoi. On a le sentiment qu'il n'y a plus vraiment de maître à bord, de vrais dirigeants de cette entreprise. Elle est particulière, cette entreprise, puisqu'elle est aussi en main en partie de la Confédération, parce qu'elle a, comme pour les CFF, les chemins de fer fédéraux, eh bien, même si ces sociétés de services publics sont en partie privatisées, eh bien, elles sont toujours détenues en partie par la Confédération. Voilà. Ouais. Donc là aussi, j'ai envie de dire affaire à suivre, mais pour revenir sur Drone in a Box, là pour le coup, je salue Swisscom, même si j'arrive pas à comprendre quel type de public il vise, puisque j'avais vu passer il y a quelques temps ce fameux nouveau produit de DJI où en fait vous ouvrez une boîte. Alors certes, elle ne rentre pas dans une Fiat 500, on est bien d'accord, mais vous avez un drone dans lequel vous pouvez assigner des tâches. C'est un réceptacle, c'est à la fois une base un dock. Un dock. C'est à la fois aussi une zone de recharge. Et puis, vu la taille de l'engin, on peut transporter des charges assez conséquentes. Donc, à voir, sachant que notre pays a légiféré il y a pas mal d'années maintenant sur des contraintes assez drastiques sur tout ce qui vole. Il faut savoir qu'au-delà d'un certain poids, c'est très vite régenté, contrôlé, vérifié, mais surtout contraint par l'Office fédéral de l'aviation. Et dès que vous dépassez les 15 kilos d'un engin qui vole comme celui-là, ça devient très compliqué d'être dans la légalité si vous voulez passer en dessous du radar. Et c'est le cas de le dire pour un drone. Ça diffère évidemment d'un pays à l'autre. Je lisais pas plus tard qu'aujourd'hui un billet concernant une nouvelle expérience qui avait été faite en Grande-Bretagne de livraison de poches de sang par drone. On avait déjà parlé de ça, de livraison de médicaments, etc. Et pour la première fois dans les airs de Grande-Bretagne, livré au-delà de la ligne d'horizon. C'est-à-dire que normalement, ils doivent piloter à vue les drones. Et là, pour le coup, c'était un vol programmé, en quelque sorte. Et c'est une première, paraît-il, en Grande-Bretagne, c'était cette semaine. Évidemment, un pays n'est pas l'autre, comme on disait. Sébastien, tu voulais dire un truc? On est en train de perdre Sébastien, parce que je vous le dis, vous ne le voyez pas forcément, mais nous, oui. Qu'il soit tout nu ou tout habillé, ça ferait pas la différence, parce que c'est 3 pixels qui se battent pour l'instant dans notre retour. Tu parles de son anatomie, là? Oui, je suis désolé. C'est comme ça. Tu voulais rajouter un truc, peut-être? Oui, je voulais rajouter 2 trucs. Et 2 trucs sérieux pour une fois. Oula. Waouh. C'est les vacances, hein. Ouais. Le premier... En slash. Oh non, pas en slash. Moi, je suis à poil. Le premier, c'est les drones. C'est amusant rétrospectivement. Bon, pas trop, mais... si vous regardez, le Covid a fait ressusciter une techno qui était en train de mourir, le QR code. Donc, tout le monde... maintenant, quasi, sait utiliser un QR code. C'est vrai. Et l'Ukraine a ressuscité les drones, parce que les drones, ça fait longtemps qu'on en parle, et ça fait des années que l'industrie, elle n'était pas non plus au top du top. Le drone civil jouait, on va dire, au gadget, le drone que je qualifierais selfie, tu vois, ça oui, justement, on en parlait à l'aide de DJI et d'autres marques avant cela qui en ont produit aussi, mais le drone militaire, effectivement, c'est un truc dont on parlait peu. Beaucoup d'avancées dans tous les drones en 2 ans, hein. Oui, le drone marin aussi, aujourd'hui. Et le drone terrestre, on en parle peu, mais il y en a également sur le champ de bataille pour approvisionner des équipes à distance, etc. Pas pour aller battre, mais pour aller plus pour véhiculer, on va dire, du matériel. Ça existe également, et ça, effectivement, tu as raison de le préciser, ça a ouvert une voie, malheureusement. Comme souvent les guerres, ça ouvre des voies sur les marchés. Donc, voilà. Alors, une 2,5, le demi-truc en plus, j'ai seulement réalisé que c'est très amusant le nom des opérateurs,
En Suisse, c'est Swisscom. En Belgique, c'était Belgacom. En Allemagne, c'était Deutsche Telekom. Et en France, c'était France Télécom. Donc, on s'est toujours bien gratté pour chercher les noms dans les télécoms. Marketing lourd. Ah ouais, non, attention, ça rigole pas. Donc, c'est les Français qui ont commencé par casser le jeu en changeant le nom de France Télécom en autre chose. Et puis nous, en Proximus. C'est ça. Donc, alors, l'autre truc sérieux, c'est un titre qu'on n'a pas pris dans les actus du jour, mais qui est quand même une grosse actu en France sur les opérateurs, c'est que la Poste Mobile a été revendue à Bouygues Télécom. Oui. Wow. Et donc, l'autorité de la concurrence l'a accepté cette semaine, donc maintenant, ça va se faire. Et c'est quand même quelque chose comme 950 millions d'euros qui sont sortis. C'est pas mal. C'est la fin d'un service purement public au départ. Ouais, mais ils veulent le garder dans les bureaux de poste, mais sinon, c'est Bouygues Télécom maintenant. Ouais. Ok. Voilà. Et d'un coup d'un seul, on fait un bond dans notre abécédaire, puisque de la lettre D comme drone, on passe à la lettre M comme Microsoft, Sébastien. Comme Microsoft fâché, Microsoft toujours cassé Linux. C'est en tout cas comme ça que tu voulais que je te lance sur ce sujet. Manifestement, ils ont fait des grabuges, ils ont de nouveau fait du mal à ton Linux. Ils ont encore cassé Linux et je suis pas content. Et alors, déjà, ça a été un été de merde pour Microsoft. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Parce que, voilà, tout le monde se souviendra du truc. On a cassé plein de PC qui étaient en plus les plus importants. Et donc, été noir chez nos amis et qui ont décidé de faire une petite mise à jour. Voilà. Comme d'hab, une petite mise à jour qui passe ni vu ni connu en disant c'est une petite mise à jour qui, vous inquiétez pas, elle doit corriger un truc dans Grub qui n'est pas à eux. Un Grub, c'est le petit truc qui est au tout début du disque qui vient de Linux et qui effectivement permet d'aller chercher l'OS et de faire démarrer. Donc pas de Grub, pas de démarrage. Donc vous avez vraiment ce petit truc au début du disque, c'est ça qui va charger après l'OS et dire c'est bon, on démarre. Et donc ce petit bout de code, Microsoft s'est dit moi je vais le fixer parce qu'il y a un truc qui est une faille d'il y a plusieurs années sur Grub que je décide de corriger maintenant, je vais faire un petit patch ni vu ni connu, sauf que voilà, c'est une petite mise à jour que tu fais sous Windows comme tu t'en rends pas compte, ça passe en fond, c'est une petite mise à jour comme tu changes le driver de ton Wi-Fi ou autre. Et au prochain démarrage, Linux, il ne démarrera plus. Il dira juste, désolé, mais il y a un petit problème, mais ça ne démarre plus. Et il y a toute une procédure pour réussir à retourner dans ton Linux. Il faut retourner dans ton BIOS. Il faut désactiver le Secure Boot. Il faut arriver sous Linux, lancer un sudo mokutl setbat policy delete, retourner dans ton BIOS, réactiver le truc. Donc Microsoft, ils ont bien niqué. Déjà, Linux, c'est pas simple Linux. Je vais énerver tout le monde. C'est pas simple. Mais en plus, quand Microsoft s'y met et qu'ils se disent allez, on va corriger un truc qui n'est pas à nous, et en plus, voilà, les mecs, on va tout casser. Parce que ça les embêtait, c'était pour charger l'OS en sécure. Il y a un petit truc qui les embêtait, mais qui ne posait problème à personne, sauf à eux, apparemment. De quoi je me mêle, ils ont tout cassé. Donc voilà, ça crie un peu dans les chaumières, de quoi je me mêle. T'as pas un Linux qui va commencer à aller modifier des trucs sous Windows. Mais Windows n'a jamais été un grand fan du dual boot. Non. Voilà. On ne partage pas. Quand on a un disque, on ne le partage pas. Oui, c'est ça. Ça n'a jamais bien fonctionné. Ou c'était toujours très aventureux, même pour mettre 2 versions de Windows. C'était un peu compliqué. Voilà. À croire qu'ils s'emmerdaient un petit peu cet été, Microsoft, parce que la dernière news que je vais partager avec vous, c'est typiquement des trucs où tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils avaient vraiment rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. C'est bien de faire un peu de teasing. C'est très bien. Ça aurait presque pu être un oui mais non. Oui. Mais non. Voilà. Ouais, tant qu'on est dans Microsoft, il y a un petit truc aussi, mais je suis pas sûr que l'un nous le lira ou quoi que ce soit, mais il y a un bouquin qui sort sur Bill Gates qui semble un petit peu accroché son image. Écorché. Oui, il l'accroche, ils ont tout fait. Il l'écorche aussi, et tant qu'ils l'ont pas écorché vif,
C'est déjà ça, parce qu'il est quand même toujours vivant, lui, contrairement à l'autre. Oui. Et donc, voilà, il y a une critique assez acerbe sur leur dirigeant et le créateur de Microsoft. Bon, voilà. Il y a toujours moyen de dire du mal, et en général, ça fait vendre du papier en plus, donc... Oui, de ce que j'ai lu, je ne suis pas encore convaincu. Pourtant, j'ai rien pour ou contre Bill Gates, mais je trouve là, ça semble plus le procès d'intention que la manière dont Steve Jobs dirigeait sa société, où lui, effectivement, il avait l'art d'être... Ça, c'est de notoriété publique, mais... Bill Gates est je vous conseille d'ailleurs, il y a une série sur Netflix sur Bill Gates qui est passionnante. Le mec voilà, il est d'une autre planète, il est surdoué, et effectivement, je comprends que la plupart des employés ne comprenaient tripette, et donc il se félicitait quand Bill Gates leur avait fait un semblant de félicitations. Ah oui, ben voilà, le mec, il était pas dans la même cour. Ouais. Et voilà. Il y a des gens qui fonctionnent pas pareil. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça un peu... Enfin, c'est le bouquin qui sort... Enfin, il faut voir les intentions de départ de ce genre de bouquin, toujours. Enfin, moi, je me pose toujours la question. Il faut un peu... Il faut relativiser. Parce qu'on est dans une drôle de période aussi où il y a des gens qui ont tendance à un peu en faire des louches juste pour vendre du papier. Je me méfie un petit peu, moi. Bon, mais il y en a d'autres qu'on critique, on reviendra aussi plus tard. Sans doute. Ah oui, sûrement même. P, la lettre P, comme podcast. On va parler de podcast avec Thierry. Avec une news qui est tombée tout juste cette semaine et qui m'a fait bien plaisir, je peux le dire. Parce qu'il était temps, je trouve. Ouais. Tu vas. Elle est brève, hein, cette news, en même temps. Oui. Vas-y. Oui, on va faire super simple. Apple Podcast vous propose enfin, entre parenthèses, une possibilité de consulter vos podcasts, les organiser, vous y abonner ou tout simplement les trouver, les dénicher via une page web. Et voilà, la news pourrait s'arrêter à ça. Oui. Alors d'un côté, les mauvaises langues pourraient dire ouais, mais bon, ça fait longtemps que les autres le proposent. On ne va pas nommer le géant suédois qui le fait depuis quelques temps déjà. Et là, je parle en années. On dirait que Apple se réveille pour ce qui est de proposer des nouveautés dans le monde du podcast, en tout cas pour ceux qui en produisent aussi. Mais là, c'est du côté auditeur que ça change. Est-ce que c'est là un move pour un petit peu justement contrer la concurrence de Spotify, d'être plus présent, d'être plus à mettre en avant les contenus qui sont proposés en podcast? J'ai vu pas mal de commentaires qui sont assez acerbes là-dessus pour dire ouais, c'est bien, c'est sympa, ça va peut-être faire briller un peu plus nos productions, mais en même temps, du côté des outils que vous nous proposez, nous, en tant que producteurs de podcast, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu rude à utiliser et il y aurait peut-être des choses à faire. Alors moi j'ai envie d'être positif en disant que c'est peut-être le début justement d'un espèce de réveil de chez Apple, parce que pour la petite histoire, hein, Marc, tu me diras tu me diras si j'ai tort, mais nous, les pionniers du podcast, on se rappelle que tout ça avait été, insufflé par la volonté d'un homme. Hein, c'était celui de Steve Jobs, paix à son âme, qui avait compris l'importance d'intégrer la rubrique podcast à iTunes. Surtout, il était aussi très très pote à l'époque avec Adam Curry Enfin, il était devenu un petit peu pote avec lui pour essayer de se dire, ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose à récupérer. Surtout, il voyait que son achat, parce que iTunes c'était un soft qu'il avait racheté en fait, et dont il avait besoin pour faire vivre l'écosystème à l'époque de l'iPod. Pour l'alimenter en contenu. Et pour l'alimenter, mais comme il n'avait pas de contenu, c'était un peu moche. Et il s'est dit, tiens, finalement, de podcast, mais un an après l'invention réelle du podcast. C'est fou. On est en 2005. 2005 à ce moment-là. Et à ce moment-là, il dit, bah, tiens, finalement, je les ferais bien rentrer, ce qui a tué beaucoup de podcasteurs, enfin de podcasts, pas les podcasteurs, ils sont toujours vivants, mais ça a tué leur podcast, on va dire, parce que à l'époque, les podcasts étaient hébergés sur des serveurs, on va dire, gratuits, hein, et tout d'un coup, tous ces gens qui se connectaient d'un coup, parce que iTunes était quand même très répandu, tous ces gens qui allaient télécharger des épisodes d'un coup, bah, ça ne plaisait pas beaucoup aux hébergeurs de l'époque, qui disaient, oh là là, nos serveurs vont être dégommés, hein, je me souviens. C'est quoi ces attaques des DOS? Et donc, ils ont fermé des comptes, en veux-tu, en voilà, et
ça c'était dommageable pour beaucoup de podcasteurs à l'époque parce qu'on n'était pas équipés pour. Voilà. Ouais, on n'était pas prêt pour délivrer autant de bandes passantes, mais surtout la bande passante elle-même et le stockage n'étaient pas du tout sur les mêmes gammes de prix que maintenant. Non. Toi, tu disais que c'était une bonne nouvelle, alors pourquoi ? Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, enfin, pour Apple, déjà, et pour les utilisateurs aussi dans un second temps, je sens, moi, une migration des utilisateurs d'Apple Podcast vers Spotify de plus en plus. J'ai l'impression. C'est dû aussi au fait que dans la manière de découvrir, la découvrabilité des podcasts dans Apple Podcast a énormément changé parce que je pense qu'ils usent et abusent sans doute aussi des algorithmes comme beaucoup de plateformes aujourd'hui. Et que, par exemple, on a, et ça on l'oublie un petit peu, mais c'est à l'initiative d'Apple pourtant, des sous-catégories dans Apple Podcast par exemple. Nous sommes dans la sous-catégorie tech de la catégorie actu. Et ils ne mettent pas du tout en avant les sous-catégories. Alors il y a d'autres sous-catégories dans d'autres catégories, hein, mais ils ne mettent pas du tout ces sous-catégories en avant. Ce qui fait que les gens qui sont dans des sous-catégories comme nous sont complètement noyés dans la masse par rapport à ceux qui sont dans Actu, tout simplement, et qui sont là les grands comptes, on va dire, avec des grosses boîtes, avec des gros podcasts, de CNN, ouais, c'est ça, de gros médias, etc., qui font beaucoup de vues et qui occupent en gros le top 50 ou le top 100 dans une catégorie, quoi. Ce qui fait que là, on est un peu mal pris quand on est dans une sous-catégorie. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Est-ce qu'on n'avait pas mieux fait ? Je parle ici des podcasts technologiques, entre autres, d'être dans la catégorie technologie, parce qu'elle existe encore toujours aussi, mais il y a beaucoup de monde déjà dans cette catégorie technologie, parce que technologie, c'est quoi ? C'est jeux vidéo, c'est quoi ? Il y a plein de choses qui rentrent dans le domaine technologie. Enfin voilà, c'est un peu foutraque la manière dont c'est classé depuis toujours chez Apple. Ça s'est pas amélioré quand ils ont fait des modifications il y a de ça maintenant presque une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises. Et comme tout le monde a suivi ce qu'il y avait dans iTunes au départ et dans Apple Podcast par la suite, dans la hiérarchisation des contenus, on va dire, je pense que les gens ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ou en tout cas, on ne leur fait pas les propositions qu'ils attendent. Alors que il y a peut-être que Spotify, qui est aussi alimenté par des algorithmes, etc., comprend peut-être mieux l'utilisateur et offre peut-être plus d'opportunités j'aime pas ce mot, mais découvrabilité aux utilisateurs. Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Donc, dans ce sens, je dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça fait bouger un peu les lignes. Ça va pas durer plus d'une semaine ou deux, hein, mais au moins on en parle. Ou alors c'est les débuts de quelque chose, comme je disais, sur le renouveau côté outils aussi pour les producteurs de podcasts. Sans doute. Et puis aussi la disponibilité sur des appareils qui sont... Tu peux utiliser Apple Podcast sur un appareil, sur une machine Linux, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà. Est-ce que Sébastien avait un truc à rajouter ? J'ai une connerie, mais ça te fera plaisir. Nonobstant que ce soit une bonne nouvelle, salaud. tu ne penses pas que ce soit inspiré du fait que Google Podcast ait disparu ? Hasard du calendrier. C'est pas mal. C'était bien placé. Elle était bien placée. Très fort. Il a placé le mot placé. Voilà. Si vous savez quel était le mot à placer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce sera une joie de le lire à haute voix. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'avec la disparition de Google Podcast qui était disponible en ligne de manière très sommaire, il faut le reconnaître, parce que mais c'était une façon de le consommer du podcast également. Ils vont peut-être remplir ce vide laissé par Google Podcast, qui représentait bon an mal an sur l'ensemble des podcasts à peu près 10% ou 15% de l'audience des podcasts. Maintenant, il y a plein d'autres applications, que ce soit Android ou iOS, parce que le podcast se consomme quand même aujourd'hui très majoritairement sur du matériel mobile. Ça permet aussi parce que je pense que la version web fonctionne sur mobile aussi, donc c'est complémentaire. Donc voilà, ça permet aux gens et puis ça fait parler du podcast, et ça c'est bien. Exactement. On était à la lettre T comme Tesla. Sébastien, ne nous énervons pas tout de suite. Il paraît que acheter une Tesla devient un geste politique. Plutôt, ne pas acheter une Tesla devient un geste politique. Ça dépend du point de vue. Oui. Ça dépend du point de vue. Et j'ai peut-être eu un air un petit peu sadique, mais en lisant cette news, d'une certaine manière, à un moment, j'ai dû sourire.
Et donc, bien que je ne souhaite de mal à personne, les chiffres de Tesla aujourd'hui en Californie sont à la baisse. Ils ont perdu 24% entre avril et juin de livraison de bagnoles, ce qui est gênant parce que c'est quand même leur endroit par essence d'où ils vendaient leurs bagnoles, c'était aux États-Unis, en Californie, c'est là où ils avaient les meilleurs chiffres, donc 24%. Est-ce que Tesla dit oui, bon voilà, ça se calme un peu, c'est normal, ça se calme pour tout le monde? Que nenni, le marché augmente, le marché a augmenté de 23% par rapport au trimestre précédent en bagnole électrique et de 11% par rapport à l'année précédente. Donc les chiffres augmentent, mais Tesla diminue. Donc ils sont en dessous des 50% pour la première fois de leur vie, si on peut dire, en juillet, sur en dessous de 50% de part de marché des bagnoles électriques. Et donc, voilà, la concurrence est là. Ça, c'est un fait. Il y a plus de bagnoles, que ce soit des chinoises, des européennes ou d'autres marques américaines. Hein. Il y a des marques américaines qui commencent à avoir de très bons modèles électriques aussi, qui ne sont plus les seuls. Mais surtout, un autre point qui remonte souvent dans les articles, aujourd'hui, Tesla est fortement lié à Elon Musk dans son image, et Elon Musk fait énormément de mal à la marque. Donc je ne lis pas dans l'avenir et les boules de cristal, mais si ça continue comme ça, à un moment, peut-être que il serait bon de changer de CEO. Peut-être. Et que ça pourrait peut-être Ceci se étant passer. dit, je trouve que, même si je trouverais ça, de bon point de vue, normal, mais je pense que là, on fait un raccourci. Et je pense que la presse américaine est spécialisée dans les raccourcis aussi, parce que avant le mois de juin, je me dirais même avant le mois de juillet, Elon Musk n'avait pas encore déclaré sa flamme inconditionnelle au candidat Trump, par exemple. Non, mais ses positions étaient quand même déjà fortes. Oui, Elles étaient ambiguës. Elles étaient ambiguës, mais pas tellement politiques. Elles étaient plus ambiguës dans le sens cette liberté d'expression qu'il prône à tout va et dont l'excès, etc. Ça entache le discours. Ça fait des mois et des mois que les articles incendient Elon Musk parce que ça sort des trucs d'extrême droite. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais politiquement, je veux dire, c'est assez récent. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, je dirais. C'est ça. Ça a commencé avec sa pseudo-interview de Trump sur la plateforme Twitter, puisqu'il a fait un space à cette occasion-là. C'était une interview enfin, c'est pas une interview, il a offert une tribune à Trump sur la plateforme X. Et c'est à partant de là que effectivement ils sont tout contents de se voir et de se parler, etc. Et puis, tu m'étonnes, il a récupéré son compte, le Trump. Oui, enfin, va-t-il l'utiliser, c'est encore un autre problème. Mais voilà. Mais après, j'entendais un spécialiste, un gars qui a écrit un bouquin et je reviens plus sur son nom. Ça va me revenir quand on aura fini d'enregistrer à tous les coups. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, je le mettrai en commentaire ou en description de cette vidéo. Un gars qui a écrit un bouquin sur Elon Musk, qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, je pense, ou qui vient de sortir, où il dit Elon Musk n'a pas d'opinion politique. Elon Musk, il va là où il pense qu'il va pouvoir gagner de l'argent. Et l'argent qu'il va gagner, c'est son core business, c'est SpaceX. Parce qu'il veut aller sur Mars. Et tout ce qu'il fait autour, ça ne va que dans ce sens-là, amasser des fonds pour financer SpaceX. Et ça fonctionne. D'ailleurs, la preuve, même quand Boeing essaye d'envoyer des astronautes sur l'ISS, pour les ramener, on risque fort de faire appel à Musk pour ramener les deux astronautes qu'on a envoyés sur l'ISS avec Boeing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, SpaceX est plus puissant que la NASA, en gros. C'est dans cet esprit-là que ce type évolue, et que donc il est prêt à dire n'importe quoi s'il pense qu'à un moment ou à un autre, ça va lui permettre de faire avancer son projet. Oui, alors c'est un point de vue. Alors je suis pas sûr que. Oui, c'est un point de vue parmi d'autres. Hein, je dis pas que c'est ça. Oui, c'est probablement plus compliqué. Mais aujourd'hui, vu ces positions, certaines banques commencent un petit peu à regretter. Et tu as des déclarations ces derniers jours, regretter de l'avoir soutenu sur le rachat de Twitter.
où les banques ont de toute façon perdu leur culotte. 84% de perte de chiffre d'affaires depuis qu'il l'a repris. Je pense que c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Faudrait vérifier, mais c'est énorme. Ils ont compris des parts, les banques aujourd'hui ne pourront rien récupérer sur leur vente, vu qu'il y a s'il y a une vente, ce sera une vente à perte. Donc il se met pas mal de gens à dos. Je suis pas certain que aujourd'hui l'opinion que lui donne dessert positivement ces entreprises. Et donc, quand j'ai lancé une des boîtes il y a plus de 15 ans, un des premiers trucs qu'un des associés m'a dit, c'est, un des financiers, c'est d'une certaine manière, pas de politique. Ouais. On ne mêle pas le business à la politique, parce qu'à partir du moment où... Alors, si un employé qui fait de la politique, c'est clivant, ce qu'il veut. Forcément, par définition. Mais c'est clivant. Si tu as un CEO d'une boîte qui s'exprime dans la politique, tu associes la société à la politique, à cette image. Et ça peut être clivant. Donc, tu peux faire de la politique si tu veux à côté, mais tu ne déclares rien, tu gardes tes opinions personnelles. Donc, ça ne se fait, ce que lui fait, tant que ça reste très positif, du proxélytisme pour tout le monde il est gentil, mais même quand tu dis tout le monde il est gentil, tu vas frustrer les gens. Oui. Donc, normalement, business dit, tu fermes ta gueule. Désolé, mais c'est comme ça. Tu gardes tes opinions pour toi, tu en auras quand tu ne fais plus partie de la société. Au mois de janvier, parce que je suis retombé sur un article qui date du mois de janvier, mais je pense qu'il y en a des plus récents, il avait perdu déjà 71,5% de la valeur depuis le rachat de X, et X ne se portait pas bien à l'époque. Donc voilà. Et c'était un réseau, quoi qu'on en dise, qui, quand il était bien géré, était plutôt avenant, et on avait envie de partager des trucs via ce réseau parce qu'il y avait des gens intéressants, on pouvait y trouver des gens intéressants, et depuis qu'Elon Musk a ouvert les robinets et fermé les services de modération à tour de bras, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je suis pas prêt de rouvrir le compte des technos sur X, hein, c'est moi qui vous le dis. Non, on va plutôt le faire sur OnlyFans. Oui, sur OnlyFans, et on va se faire payer, parce que c'est ce que je suis en train de filmer là pour l'instant. Ça a de la valeur. Ça a vraiment de la valeur. Je trouve que notre ami Seb est très rouge. Hein. Je sais pas si c'est très rouge. Il a gagné quelques pixels depuis le temps. Mais des pixels rouges. Il se passe des choses. Maintenant qu'on n'a pas l'image, il se passe des choses. Il se passe plein de trucs. Là, on va pouvoir faire vraiment rêver les gens, tu vas voir. Moi, je vous le dis, si ça se trouve, si cet épisode fait plus de vues qu'un épisode vidéo normal, on arrête la vidéo. Déjà, on va faire des économies d'électricité et de vêtements. L'imagination. Ça se fait probablement dans toute l'Europe, mais si vous n'avez jamais essayé, et j'espère que ça se fait en Suisse, sinon Thierry, il faudra que tu viennes à Bruxelles pour ça. Il y a à Bruxelles un resto où tu manges dans le noir. Oui, dans le noir. C'est des aveugles qui te servent. C'est une expérience extraordinaire. Tu l'as fait, toi ? Effectivement. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait, et le fait de manger dans le noir, tu découvres plein de choses que tu n'aurais jamais fait réellement attention si tu avais juste eu les trucs devant toi avec tes petits yeux. Tu ne manges pas de la même manière. Il paraît que tu ressors de là pas comme tu y rentrais. C'est-à-dire que dégueulasse, tu ressors de là avec de la purée dans les oreilles. Si tu arrives à manger avec tes couverts, tu es un champion du monde. Ah ouais. La plupart des gens mangent avec les doigts. Ça donne envie. Ou en mettant directement leur tête dans la soupière. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est une expérience. C'est hyper stressant, parce que tu sais pas ce que tu manges. Ouais. Ah, moi je pense que. Mais ça, je connais des cantines où en ouvrant les yeux, tu sais pas non plus. Hein, Et pour la petite histoire, il y en a un en sortant de cette action. Et puis on va continuer le truc, mais en sortant de cette expérience, qui avait dit le premier vin, top, super bon, mais le deuxième, le rouge, le blanc était bon, le deuxième, le rouge était pas très bon. Et c'était 2 blancs, monsieur. Ah, C'était pas un gros connaisseur en vin, à mon avis. Donc voilà. Mais t'as toutes les chances de boire le rince-doigt, effectivement.
Allez, on est à la lettre V. V comme vidéo, Thierry. Les IA deviennent plus fortes que certaines boîtes qui fournissent des effets spéciaux pour le cinéma. Exactement. Et ça bouge du côté de l'intelligence artificielle sur ces outils avec lesquels on peut faire mumuse. Et puis la news que je partage avec vous, c'est assez intéressant. C'est un petit bout de film en forme de teaser sur. On parlait de Mars tout à l'heure, l'exploration spatiale. On commence à avoir du contenu qui tient franchement la route en matière de script, enfin de prompt, pour pouvoir générer des images. C'est vrai que si vous allez vous promener sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des stories, des reels, des choses comme ça, on voit pas mal de ces vidéos qui sont faites à partir d'images de stock. Je vois pas mal de youtubeurs s'en servir, il n'y a pas de raison. Alors généralement c'est sous la forme d'un abonnement où il y a certains providers qui fournissent ça gratuitement, mais il faut citer la source. Et puis du coup le risque, nonobstant, pas du coup, on pourrait se retrouver à voir les mêmes contenus partout, puisque on va probablement taper dans les mêmes bases de données. Une forme d'appauvrissement. Voilà. Et puis surtout on voit franchement, de plus en plus de vidéos où on voit que l'illustration, elle a de la peine à coller avec les propos du speaker. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on avait tous été bluffés par cette petite séquence vidéo là au Japon où on voyait une image un peu aérienne qui survolait deux personnes qui marchaient le long d'une rivière. On aurait pu se croire à la floraison des cerisiers au Japon, en plein Tokyo. Et c'était effectivement une des premières démonstrations j'ai oublié le nom d'ailleurs, de cette plateforme qui proposait des vidéos. Et là, celle que je partage avec vous, eh bien, c'est une toute autre. C'est, comme je vous le dis, au travers de cette vidéo, on va dire en forme de teaser pour l'exploration sur Mars, c'est Gen 1, qui est effectivement un outil spécialisé dans la génération vidéo, qui nous fournit quelque chose où, là, pour le coup, ils se sont amusés à carrément utiliser une voix cinématographique connue pour illustrer les dizaines de secondes qui sont proposées au travers de cette vidéo. C'est vraiment bluffant. On a maintenant quelque chose qui va bien plus loin que le stock d'images sur lequel on peut taper. Ça me fait penser, il y a un autre outil, je vous invite à le tester, c'est Flux 1, qui est aussi très très bluffant. Alors pour de l'image fixe, puis quelques petites séquences vidéo, on peut s'amuser sans trop débourser, voire même s'amuser en passant par d'autres sites à l'essayer gratuitement. Je me réjouis de voir ce que ça va amener, parce que là, ce qui est intéressant dans ces outils, c'est aussi de travailler des images. Moi, j'aime bien regarder les making-of, c'est de travailler des images qui ont été tournées véritablement en vidéo, sur lesquelles après on va venir avec des effets spéciaux. Vous connaissez bien sûr la technique du fond vert, ou en tout cas on utilise cette couleur parce qu'elle est la moins présente dans le corps humain pour pouvoir après numériquement y apposer des effets. Et là, je pense qu'on va pouvoir se défaire de cette étape, puisque avec quelques prompts, on pourra par exemple dire tiens, mets-moi une belle forêt vierge tout autour de Marc qui est devant son micro, tout nu, dans le noir, simplement en l'indiquant comme ceci, puisque on va avoir un rendu, un calcul qui va se faire avec ces simples lignes de commande, là où on aurait dû décrypter l'image, on aurait dû la marquer, on aurait dû la noter pour que la découpe ou l'incrustation se fasse précisément là où on la souhaite. Ce sont que les débuts. Moi, je ne vais pas crier au loup en disant que ça va tuer des métiers. T'étouffes pas, au contraire, je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont voir le jour. Pour la petite histoire et pour l'anecdote, j'ai rencontré quelqu'un dans une agence ici en Suisse qui dit nous, l'IA, ça nous fait bosser des retoucheurs qui ont un petit peu marre d'enlever des doigts ou d'en rajouter sur certaines photos ou certaines images, même si maintenant ça va en s'améliorant. Donc,
C'est un marché en pleine... C'est très excitant de voir ce qui va se passer. C'est un marché en pleine évolution. Moi, je serais réellement bluffé le jour où on me montrera des résultats de choses qu'on ne sait pas faire déjà nous. Oui. Et je pense que ça, c'est le problème de l'intelligence artificielle, que ce soit pour faire de l'image, ou que ce soit pour faire du son, ou que ce soit pour faire du texte. C'est que c'est toujours... Je reprends les mots de quelqu'un d'autre, hein, c'est pas les miens, mais ce sera toujours humain moins 1, l'intelligence artificielle, en tout cas celle que l'on connaît aujourd'hui, parce que elle se nourrit que de ce que nous produisons. Donc c'est forcément moins bien. Elle n'imagine rien de nouveau. Elle n'est pas capable d'imaginer oui, peut copier, s'inspirer. Donc c'est toujours. Alors ça peut être très très bien. Hein. Il y a des gens qui en ont fait des métiers de faire du humain moins 1. C'est des chanteurs qui ont fait des succès en copiant leurs aînés. En faisant un peu moins bien, mais en tombant juste au bon moment. Ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais ce sera toujours humain moins 1, en tout cas, tant qu'on ne sera pas capable de créer une intelligence artificielle, capable de créer. Pour ça, il faudrait qu'elle ait une âme, qu'elle ait beaucoup plus que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Et donc, moi, je suis pas très inquiet de ça. L'intelligence artificielle, elle remplace essentiellement des gens qui vont devoir se recycler et peut-être apprendre à faire des prompts. c'est tout simplement. C'est un peu ça. Je sais pas ce que Sébastien, quand il a le regard perdu dans le vide, ça vous ne voyez pas évidemment, mais quand il a le regard perdu dans le vide, je sais pas s'il pense à ce qu'il va manger après l'enregistrement ou s'il pense à ce qu'on dit. Oui, déjà mangé. Ah, voilà. Mais après, petite douceur, oui. Et puis là, il fait soif. Mais en plus. Oui, une connerie, oui, c'est certaines. Oui, bon, non, pas de connerie. Ça aurait été juste méchant, mais ton intelligence artificielle aurait pu s'appeler GAD plutôt que Gen 1, mais c'est peut-être juste méchant. Oui, voilà. Sinon, c'est le principe de l'évolution industrielle, hein, le fait de remplacer des boulots. Sinon, on serait toujours en train de tisser des trucs pour faire... on serait bien mal placé pour dire, tiens, ou de s'indigner de cette avancée. Là, si on parle typiquement des effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, rappelez-vous des tournages de Star Wars, c'était des petites maquettes en frigolite et en carton, et filmées de manière très, très, très intelligente. Et puis maintenant, on fait ça à la palette graphique. Est-ce qu'on a perdu pour autant du professionnalisme et de la qualité? Je pense pas. Et puis on a numérisé tout ça, on l'a animé, on y a rajouté des textures, on a fait plein de choses autour. Alors je sais qu'il y a des cinéastes et des truquistes qui arrivent encore et qui font encore aujourd'hui des choses en vrai, parce qu'ils trouvent que ça leur donne la texture et la couleur qu'ils veulent avoir, ils n'arrivent pas à l'obtenir numériquement, et ça se respecte complètement. Après, il faut pas se laisser détourner par les outils. On a un objectif, on veut faire quelque chose, on va choisir le meilleur outil pour y parvenir. Mais c'est pas l'outil qui va décider de comment est-ce qu'on va faire les choses. Ça, c'est l'erreur qu'ont commis tous les jeunes qui ont commencé avec Photoshop ou ce genre d'application, à utiliser les plugins et à dire j'ai fait un super truc avec un plugin. Voilà, tu t'es comporté comme une intelligence artificielle si tu fais ça. Il faut d'abord avoir l'idée et puis après chercher les outils pour le créer. Et puis voilà. Ouais, dans le genre, je serais quand même assez étonné. Enfin, je sais pas que je suis pas étonné de ce qu'ils font. Hein. Les trucs font quand même ils sortent quand même déjà des trucs assez costauds. Mais je serais étonné et amusé et probablement utilisateur à partir du moment où à une IA on pourra lui donner un bouquin et tu lui diras vas-y, fais-moi le film. Et d'avoir un truc qui ressort. Qui l'interprète, peut-être, mais comme disait, je sais pas qui a dit ça, j'ai entendu cette phrase et je la trouvais très, très belle, parce que c'était au sujet de Largo Winch, le film, troisième épisode de Largo Winch porté au cinéma avec bref, j'oublie son nom, Thomas Sisley, voilà, et où il revendiquait le fait que ça ne ressemble pas à la BD, enfin que Thomas Sisley, dans la BD, il est blond, il est blanc, et que Thomas Sisley n'est tout sauf ça. Parce qu'il y a autant de différences, enfin, la différence, elle est... il y a autant de points communs entre un crayon et une caméra. C'est deux choses différentes. Donc, ce qu'on écrit est une chose, ce que l'on montre en est une autre. Ça ne doit pas nécessairement ressembler, sinon ça sert à rien, ça n'apporte rien. Si c'est juste pour faire bouger des images, vaut mieux faire ce qu'on fait là,
comme là maintenant, faire travailler l'imagination des gens en mettant ça par écrit, plutôt que d'essayer de le reproduire, ce sera forcément toujours partiel. Chers auditeurs, imaginez-nous, tout nus, tous les trois, dans le noir. Voilà, on va te faire un prompt. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Ce qui serait on va surtout se faire démonétiser à un moment donné, parce que s'ils ne font qu'écouter le son chez YouTube... Alors, je serais encore plus étonné et enchanté à partir du moment où je pourrais donner à une IA tous les Blu-ray de Stargate et que je lui dis « Vas-y, sors-moi une nouvelle saison ». Ah. Mais jusque-là, je maintiens, ce sera toujours du humain moisin. Tout à fait, mais ça m'amusera quand même parce que plus personne n'en fait. Sauf si, mais apparemment, Amazon voudrait racheter la licence et en ressortir. Mais voilà. Rien de tel qu'un bon scénariste, une poignée de bons scénaristes, un bon réalisateur qui va t'amener des choses nouvelles. Voilà, ça serait bien. Bref, on va faire une petite pause avec cette petite virgule. Qui nous annonce la lettre suivante, la lettre V, comme vilipendeur au pluriel. Sébastien, il y a crépage de chignon entre les deux vendeurs de bouse. Je le résume moi. Hein, c'est ça, entre les deux trucs qui te vendent des brols à 2 €. Produit par des enfants, bien souvent, dans des conditions terribles. Donc, eh bien, tu crois pas, c'est bien dire, parce que c'est vraiment le truc. Donc, c'est Shein et Temu, pour ne pas les citer. Oh. Okay. Et donc... qui ont dit Shein, mais... Shein. Chien. Enfin, pour moi, c'est des chiens. De toute façon, sur des noms propres, tu peux jamais te tromper, tu peux les prononcer. Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et même les écrire techniquement même comme tu veux. Ouais. Même je sais pas si c'est un nom propre, c'est une marque. Mais bon, bref. RDE. Ah non, j'écris comme je le veux, t'as dit. Voilà. Comme tu veux. Il faut voir comment ça se prononce en chinois. Hein. Ça doit être. Ouais, c'est ça. Non, c'est certainement je pense pas écrit pour nous. Plus. Tu vois. Et donc les deux se crêpent le chignon et Shein vient de sortir un nouveau procès à Temu. Pourquoi ? Parce que Shein estime que Temu a utilisé le trademark de Shein et trompé les internautes dans leurs recherches pour faire croire que Temu était Shein. Et on est beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé sur celui-là. Qu'ils ont payé des influenceurs pour faire de fausses affirmations sur la qualité des produits sur les deux plateformes et la qualité des produits. Ça se saurait. Je savais qu'on avait beaucoup rigolé. Qualité ne veut pas dire positif. Non, c'est qualité. C'est comment sont qualifiés les... Qu'ils auraient créé la confusion, qu'ils auraient effectivement utilisé les propriétés, les données intellectuelles de Shein afin de... Intellectuelles. Avec leurs photos. Rien qui va dans cette news. Hein. Et qu'ils auraient utilisé les photos de Shein sans même le cacher. Donc voilà. Et donc ils estiment que Temu a utilisé tout ça pour s'infiltrer aux États-Unis où ils essayent effectivement de vendre leurs produits, ce que évidemment Shein aimerait faire aussi. Tout l'article est comme ça. J'ai beaucoup rigolé. Les autorités chinoises, eux... plus ou moins s'en foutent parce que de toute façon ils ont la main des deux côtés. Ils ont fait une petite enquête sur l'un d'eux, mais c'était juste un peu pour voir s'il n'y avait pas de fraude, pour s'assurer que de toute façon on va très bien dans les lignes et que de toute façon surtout... l'État, je pense que en Chine c'est comme ça, l'État chinois est potentiellement propriétaire de n'importe quelle société privée. Donc, ce qui les embêtait surtout les amis chinois, c'est que effectivement il y en a un des deux qui rentrait sur le marché américain et qui voulait faire une entrée en bourse, et que en faisant une rentrée en bourse, ils avaient peur de ce que les Américains allaient demander comme information pour savoir comment fonctionnait la société. Ça effectivement, ça a embêté nos amis chinois. Mais pour le reste, ils s'en foutent, ils poussent et ils s'assurent que le commerce mondial soit
à la main des Chinois, parce que voilà, c'est le but, c'est que demain on n'achète pas sur Amazon, sur Bol ou que sais-je, quelle autre plateforme en Europe ou aux États-Unis, mais qu'on achète sur du Shein, sur du Temu, sur du Alibaba et sur du machin qui soit. Ça n'empêche pas de trouver les mêmes produits chez nos amis d'Amazon, puisqu'on peut. Et on retrouve les mêmes produits de toute façon chinois parce que c'est les mêmes merdes. Des Européens, soit des Chinois qui vendent en direct, soit des Européens qui importent des caisses. Ils ont compris un truc, c'est que nous on vit sur le pouvoir d'achat. Et donc, comme ils savent pas augmenter notre pouvoir d'achat, ils ont baissé le prix des produits. C'est voilà, quitte à les fabriquer avec du carton, de la ficelle et par des enfants sous-payés ou pas payés. Donc voilà, c'est le problème, c'est qu'on les laisse rentrer sur nos marchés. Et c'est ça qu'il faudrait déjà changer. Hein. On a parlé il y a pas longtemps des voitures chinoises. Là, ça va. Oui. On sent que ça va quand même un peu dans le bon sens. Ça commence à avoir ses effets, les taxes d'importation, 100% de taxes aux États-Unis, je pense. Et pas autant chez nous, mais quand même beaucoup. Non. Donc ça gêne évidemment. Donc voilà, il faut. Et j'ai pas dit que les voitures chinoises étaient des merdes. Par contre, ça j'ai pas dit. Mais en même temps, elles rentrent sur un marché qui est compliqué quoi chez nous. Donc c'est des emplois, c'est des usines, c'est des voilà. Oui, par contre, il y a un scandale justement dans les chinoiseries et dans les batteries. Je l'ai pas repris ici, je me souviens plus où j'ai lu ça, mais c'était cette semaine, où effectivement il y a un problème dans les batteries de bagnoles, où on annonçait une techno, et finalement c'était des super batteries chères et vilains, et en fait ce sont des bêtes batteries lithium comme les autres. Et donc, alors que tu t'attends à avoir des batteries qui vont tenir plus longtemps, qui vont pouvoir charger plus vite, c'est les mêmes que les autres, on te les a juste vendus plus cher. De mémoire, ils ont fait le même coup sur les panneaux solaires. Hein. Ça va être les panneaux solaires de nouvelle génération. C'était juste les mêmes qu'avant. Et par contre, ils les vendaient plus cher. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est pour le moment sur les batteries des bagnoles électriques, c'est un petit scandale qui commence. On en reparlera certainement dans les prochaines semaines. Moi, je ferais plutôt confiance, et je pense que les suffrages ont été dans ce sens-là, faire confiance à l'Europe pour ces choses-là. Il y a des gens qui semblent prendre conscience de ces problèmes, de ces écarts, mais ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite et ça va pas assez loin, mais voilà. Mais c'est toujours mieux que de ne rien faire, par contre. Exactement. Ça, c'est ça aussi qu'il faut voir. Bah, on a quand même bien rigolé, hein. Ah oui, c'est celui-là. Remettez-vous la lettre V, vilipendeur. Et la lettre W, parce qu'on va terminer quand même à un moment donné cet épisode 457, c'est la lettre W comme Windows 11, qu'on aurait pu mettre, comme tu le disais, Thierry, en oui mais non, je le dis comme ça en passant pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, un oui mais non, quand on a ça dans notre abécédaire, ça veut dire que c'est une information technologique, certes, mais totalement improbable, mais technologique, alors on en parle forcément. Ici, Windows 11, un plafond de verre explose. Et oui, enfin, après toutes ces années. Oui, c'était forcé pour moi de faire un peu de teasing à l'arrivée de la news de Seb qu'on a partagé ensemble durant cet épisode, puisque il semblerait, c'est confirmé avec cette autre news qui vient de Microsoft, qu'ils avaient vraiment rien d'autre à faire cet été, puisqu'ils viennent d'exploser le plafond de verre, le fameux plafond de verre du FAT32. Vous savez, ce fameux format d'enregistrement de fichiers, le format de fichiers et de partition et de taille de fichiers et taille de disque dur. Système de fichiers. Système de fichiers, voilà, pour parler français. Ils viennent de faire sauter une des deux contraintes, puisqu'il y en a une des deux qui mathématiquement ne changera jamais, c'est la taille du fichier qu'on peut enregistrer sur un disque dur en FAT32, qui est de l'ordre de 3 gigas à peu près. C'était la fameuse capacité du disque que vous pouviez formater en FAT32, qui était bien évidemment limité à 32. D'où le nom. Et c'est très drôle parce que j'ai vu des commentaires très très pointus et puis très très acerbes, mais ô combien bien placés, qui disaient mais attends, si on fait sauter le FAT32, c'est plus du FAT32 puisque c'est la base même de cette façon de ranger les fichiers, d'utiliser ce système de fichiers sur un disque dur. C'est marrant aussi qu'on ait attendu autant d'années pour le faire, parce que entre-temps, je vous rappelle, il y a du HFS+, et puis on est passé à autre chose du côté de Mac, le NTFS
RetroFS côté PC, l'EXFAT qu'on voit aussi sur les systèmes sur base Linux. Donc, j'ai envie de me dire, mais pourquoi Microsoft vous passez du temps à faire un truc qui va de toute façon servir à rien du tout, puisque, comme je vous le disais, la première contrainte, moi qui fais des fichiers vidéo assez lourds, c'est la taille d'un seul fichier qu'on pouvait enregistrer là-dessus. On devait passer par toutes sortes d'outils pour découper ça s'il fallait passer ça à quelqu'un. Je vous parle d'un temps où il n'y avait pas WeTransfer, il n'y avait pas la possibilité d'utiliser des Dropbox, des machins, des trucs comme ça. On se filait les fichiers sur des disques durs bien physiques, mais on se faisait chier également à les découper pour pouvoir les enregistrer, pour qu'ils puissent être lisibles côté PC. Et le gag dans tout ça, c'est qu'il faut savoir que sous Windows, on ne sait toujours pas lire un disque dur formaté sur un autre système d'exploitation. Alors là, je pense à nos amis Mac users et Linuxiens, puisque voilà, Windows, il fait sa popote, hein, il fait ce qu'il sait faire. Il sait bien évidemment lire du FAT32, ce qui peut plus, peut le moins. Mais il s'en fout des autres systèmes, là où les autres OS ont commencé à être de plus en plus ouverts. Ça fait des années que quand vous prenez un disque dur PC et vous le branchez sur un Mac, et ben voilà, il apparaît automatiquement. Et puis Linux aussi, c'est de plus en plus faire ce genre de choses. Donc, est-ce que vous aviez trop de temps libre chez vous, chez Microsoft cet été, ou est-ce que vous voulez vraiment pas vous attaquer aux vrais bugs? C'est un des commentaires qui allait un petit peu dans ce sens-là que j'ai pu lire à la sortie de cette news, parce qu'il y a encore, paraît-il, beaucoup de choses à régler du côté de Windows. Mais ça, ce que je dis, voilà. C'est encore autre chose. Sébastien, je suis sûr qu'il a un truc à dire. Parce que là, il a ses yeux qui partent dans tous les sens. Quand il y a ça. Il pense à plein de trucs. T'as réveillé la bête qui sommeille en lui. Et c'est pas parce que c'est le final. Hein, S'il te plaît, n'allume pas la lumière. Laisse-le un peu de magie entre nous. Voilà. FAT 32 bits. Alors 32 bits, après, on peut jouer sur le 32 Go parce que donc on peut avoir de longs débats. Mais c'est ce qui imposait la limite des fichiers à 4 Go et 32 bits parce que si tu fais un fichier sur 32 bits, c'est maximum. 4 gigas. C'est mathématique, c'est juste pas faire plus. Après, on l'aurait fait sur 33 bits, on va faire beaucoup plus, mais on l'a fait sur 32 bits. Et donc après, pas de problème si on est passé sur un système en 64. Là, on est bon. Pour ton info, et pour ceux qui nous écoutent, il y a moyen, c'est vrai que sous Linux, on sait lire sans trop problème des partitions Windows, que ce soit du NTFS, de l'EXFAT, de FAT32 et tutti quanti. Mais sous Windows, c'est possible aussi, mais c'est pas du natif. Mais t'as des boîtes qui ont fait ça comme disque internal sous Windows. Et alors tu peux aller lire des partitions en X4 et X2, X3. Et je suppose d'autres aussi, mais X4 est quand même encore... du Razer FS aussi. Donc ça couvre déjà une large palette, mais c'est effectivement pas des choses qui viennent de chez Microsoft. Mais voilà, c'est pas... Tu perds aussi en vitesse de lecture, hein, pour le coup. C'est pas non plus... C'est pour désarchiver des choses ou... Pour échanger des fichiers quand tu fais du dual boot, pour pas trop t'emmerder. Mais alors, en général, tu fais une partition... effectivement, Linux gère très bien du FAT32. Tu fais un truc en FAT32 ou un TFS. Et t'attends que Microsoft te nique ta partition Linux. De toute façon, oui. Voilà, il fallait le dire. Oui. Il fallait en parler. Oui. C'est accessible qu'en ligne de commande. Hein. Ce sera pas dans Windows 11. Ne cherchez pas le bouton pour passer en... Parce que ça ne se fait qu'en ligne de commande, donc ne le faites pas. Ouais, honnêtement, pourquoi les mecs ils s'emmerdent encore avec ce file system? Je sais pas. C'est la question que pose Thierry. C'est ça. C'est une news partagée par notre ami Xavier. Donc, on le remercie. Que fou Xavier. Voilà. Ceci explique peut-être cela. Mais, voilà.
Bon, il n'y a rien à rajouter, je pense. Je pense qu'ils essayent de ramener sous l'enseigne Windows 11 un tas de petites pseudo-nouveautés. Je sais pas si vous avez cette impression-là, non? Ah tiens, on a fait ça fait 30 ans que Windows existe dans Windows 11, maintenant on a ça. Ah oui, maintenant on a ça. C'est 30 ans, l'usage Mais on s'en fout. De ce blocage. 30 ans. Je vous ai dit, il y a plus de 10 ans, à mon avis, que de toute façon, ce genre de système était probablement bon pour la mort, parce que de toute façon, la plupart des usages que les gens font aujourd'hui de leur PC, c'est un navigateur, un client mail, et souvent c'est basta. Et les cookies n'ont pas besoin de beaucoup de place. Voilà. Alors que tu le fasses tourner sur un Mac OS X, un Windows ou un Linux, c'est déjà beaucoup plus le cas aujourd'hui que ça peut se faire sans problème de passer de l'un à l'autre. Il y a 10 ans, il y avait encore pas mal de soft. Tu te dis, bon, ouais, effectivement, il n'y en a plus beaucoup maintenant sur le PC de Madame Tout-le-Monde. Donc, qu'on vit les dernières décennies de Windows, pas impossible. Pas impossible. Pas impossible. Je n'y vois plus vraiment une valeur extrême ajoutée au truc, quoi. Non, des petits à la marge, des petites fonctionnalités. Il y a plus d'innovation sur les OS de téléphone portable, je vais dire ça comme ça, que sur cet OS-là en particulier. Je ne vais pas parler de macOS parce que c'est un peu la même philosophie. Enfin, je ne veux pas me faire que des amis, mais il n'y a pas d'énorme innovation non plus. Non, je suis d'ailleurs en train de tester la nouvelle version en bêta. Je vous donne son petit nom, je l'ai déjà oublié. C'est Sequoia. Voilà, c'est OS X 15. C'est l'apport de l'intelligence artificielle qu'on te vend maintenant à toutes les sauces qui fait la. C'est bien l'argument, mais voilà, mais c'est juste un argument. C'est beaucoup de cosmétiques dans les nouveautés, parce qu'effectivement. Comme chez les influenceuses. C'est du web aussi, de toute façon. La plupart des outils dont on parle en locaux. Oui, il y a le cloud aussi. Bon, on radote, hein. Là on est en train de radoter. Oui, voilà, tout à fait. On fait la séquence vieux con pour terminer cet épisode. Non, mais pour clasher un petit peu Mac, ça m'a fait sourire, hein, pour finir sur une note aussi un petit peu moquage de gueule. C'est que ils y attendu cette nouvelle version de macOS pour enfin faire un gestionnaire de mots de passe, puisqu'il était plus ou moins intégré à l'OS, mais pas très très ergonomique. Donc il y a enfin une application mot de passe, ou password en anglais, qui est enfin dédiée côté iOS, côté macOS, pour gérer ces mots de passe. Et qui est de toute façon reprise aussi dans iCloud, donc ça ne va rien changer pour l'utilisateur. Exactement. Donc, voilà. On en termine là, cet épisode, si vous le voulez bien. On l'a fait déjà long, hein. L'air de rien, j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira encore. La saison 11 démarre officiellement le 4 septembre, où vous nous retrouverez avec... vous retrouvez Sébastien, 4 septembre. Sébastien, avec des vêtements, sera là. Il sera habillé. Okay. Il sera habillé. On remet la vidéo et tout. Oui. On rallume la lumière, on remet la vidéo, en tout cas pour une partie. Mais j'expliquerai tout ça entre-temps ou dans l'épisode. Ça, il faut être là. Il faut l'écouter, l'épisode 459. Il va y avoir quelques changements. Et donc, parce qu'il faut bien évoluer après 10 ans. Hein, il faut un peu j'aime pas le terme se réinventer, mais c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, organiser les choses un petit peu de manière différente. On va dire ça comme ça. Alors, la bonne blague, maintenant on va parler voiture, parce que justement il y a un trou. Oui. Il y a un trou qui s'est fait sur le web. Il y a un segment sur le web, il y a plus de piston. On va appeler ça piston, je pense. Ou culbuteur. Culbuteur, comme ça, après, quand on se prend le chou, on va pouvoir se culbuter. Tu vois, après les vilipendeurs. Ou échappement libre, si on peut l'appeler. Voilà. Donc, on a plein d'idées pour la saison prochaine. Vous découvrirez tout ça à partir. Tech Broquin. On l'a dit. Mercredi 4 septembre, on se moque, mais en même temps, nous, on fait pas de pognon. Hein, donc, mercredi 4 septembre, nous enregistrons, mais vous écouterez ce podcast le jeudi 5 septembre, puisque, effectivement, on va décaler un peu notre jour d'enregistrement, parce que ça va être un peu touffu, et donc, il nous faut plus de temps pour réaliser un épisode.
découvrirez pourquoi, sans doute, en tout cas on l'espère, à partir du mois de septembre. Donc passez une bonne fin de vacances si c'est votre cas, bonne rentrée en tout cas, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Thierry, merci à Sébastien. Merci Seb. Et bonne rentrée à vous aussi. Tchuss.